Selon le juge qui a présidé cette affaire, il s'agit du crime le plus horrible auquel il ait jamais été confronté. Cela concerne un banquier d'investissement qui travaillait pour Merrill Lynch et qui rappelle le film à succès hollywoodien American Psycho, mais en bien pire. Regardez la vidéo en entier pour voir le dénouement. Au cœur de l'Asie se trouve une ville connue pour ses gratte-ciel imposants, ses marchés animés et sa culture vibrante. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Hong Kong. Hong Kong est également le centre financier de l'Asie et compte une population de plus de 7 millions d'habitants. Elle attire des talents du monde entier et des expatriés cherchant à bien gagner leur vie dans cette ville d'affaires. Les habitants de la ville bénéficient d'un système de transport de classe mondiale et d'un sentiment de sécurité grâce à l'un des taux de criminalité par habitant les plus bas au monde. Cependant, cette perception a été remise en question par un crime si odieux et impensable qu'il a marqué à jamais l'esprit de nombreux témoins de ces détails. Le jury était composé de citoyens ordinaires, des gens comme vous et moi, qui ont été appelés à prendre des décisions extraordinaires. Mais ils n'étaient pas prêts à être témoins d'actes de dépravation aussi écœurants. En effet, le juge qui présidait cette affaire a présenté ses excuses aux jurés et a pris une décision sans précédent. En reconnaissant l'impact émotionnel que cela avait pu avoir sur eux, et en signe de reconnaissance, il a doublé leur indemnité de jurés et les a exemptés à vie de toute nouvelle obligation de service de jury. Ceci est l'histoire d'un crime qui a bouleversé Hong Kong, un appel téléphonique. Le 1er novembre 2014, très tard dans la nuit d'Halloween, la police a reçu un appel téléphonique à 3h42 du matin. À l'autre bout du fil se trouvait un homme qui parlait anglais, ce qui est accepté mais moins courant à Hong Kong, car la majorité de la population parle cantonais. L'appel provenait du complexe résidentiel UP J Residence, dans le quartier de Wan Chai. C'était un homme qui parlait de façon incohérente, disant que quelque chose s'était passé et qu'une armée entourait sa maison et s'apprêtait à l'attaquer. Ses paroles étaient un peu confuses, il semblait hors de lui, probablement ivre ou sous l'emprise de drogue. Comme l'opérateur l'a noté, il était difficile de l'entendre clairement, mais il a tout de même décidé d'envoyer une patrouille de 2 policiers pour un contrôle de bien-être. Découverte macabre. À leur arrivée, les policiers ont été accueillis par l'homme. C'était un expatrié sino-britannique respecté, mais il avait l'air totalement négligé. Il transpirait abondamment, dégageait une forte odeur, et son apparence laissait penser qu'il ne s'était pas lavé depuis plusieurs jours. Il se comportait aussi de façon erratique, appelant d'abord les policiers des ninjas. Il les a accueillis dans son appartement et leur a dit, je cite, de voir par eux-mêmes. En entrant dans l'appartement, ils ont été témoins d'une scène horrifiante. Le corps nu et ensanglanté d'une femme gisait devant leurs yeux, marqué par de nombreuses blessures, coupures et ecchymoses, et du sang souillait les environs. Elle avait une grande entaille au niveau du cou, principale source de son sang, et ses blessures semblaient récentes, mais en vérifiant son pouls, elle était déjà morte. Les policiers, ou ninjas selon l'homme, l'ont immédiatement arrêtée et l'ont ramenée au poste de police. L'appartement a été bouclé, déclaré scène de crime, et l'affaire confiée à la brigade criminelle de Wan Chai. L'homme était suffisamment cohérent pour s'identifier comme citoyen britannique et a déclaré qu'il souhaitait l'assistance du consulat britannique. Il a également exigé d'être transféré au Royaume-Uni. L'horreur cachée, l'appartement était en désordre. Les enquêteurs ont trouvé des pinces, des jouets sexuels et des traces de cocaïne partout. Mais la découverte la plus choquante fut une valise noire laissée sur le balcon du petit appartement. Cette valise avait aussi une odeur particulière. En ouvrant la porte non verrouillée, les enquêteurs ont découvert avec choc le corps d'une autre femme. Son corps était enveloppé d'une couverture, seuls ses pieds dépassaient. Son petit corps était contorsionné pour tenir dans la valise, attaché avec une corde en nylon, et sa gorge ainsi que son cou portaient des coupures mortelles causées par un objet tranchant. Les coupures étaient si profondes qu'un enquêteur a décrit la tête comme à peine attachée et pendante. Le corps était enflé et dégageait une odeur nauséabonde de décomposition. On estime qu'elle était morte depuis environ 1 semaine. Un couteau ensanglanté, présumé être l'arme du crime, était aussi dans l'appartement. La révélation d'un monstre. Après la découverte macabre, la police a examiné les traces numériques du suspect. L'homme, identifié comme Rurik Juting, possédait un téléphone portable qui s'est avéré être une véritable boîte de Pandore choquante.
Il contenait 2000 photos et vidéos, chacune plus troublante que la précédente. Les images montrèrent des actes sadomasochistes de dépravation, des photos prises par lui-même avec différentes parties du corps de la victime et des organes sexuels, y compris une tête presque décapitée, mais le plus troublant était la vidéo de 20 minutes où il torturait l'une des victimes. Une vidéo enregistrée par le suspect contenait des aveux du meurtre d'une des femmes. Même certains des officiers supérieurs n'ont pas pu supporter de regarder cela et ont dû être retirés de l'affaire. Il ne faisait aucun doute dans leur esprit que Rick Judding était un individu malade qui devait être traduit en justice. Victime. La première victime. Née à Silicap en Indonésie le 22 avril 1991, Sumarti Ningsi, ou affectueusement appelée Alice. Alice était une jeune mère d'un garçon de 5 ans. Elle est venue à Hong Kong en 2011 pour travailler comme aide domestique, ce qu'elle a fait pendant 2 ans et demi. Les aides domestiques à Hong Kong sont souvent des employés de maison qui vivent de chez la famille et s'occupent d'un lit de la maison, de la cuisine, du ménage et d'autres services. Elles viennent souvent de familles à faible revenu à l'étranger et, grâce à leur travail, peuvent envoyer de l'argent à leur famille restée au pays. Alice tentait une nouvelle carrière. Fraîchement formée comme disc jockey, elle était revenue à Hong Kong avec un visa touristique. Elle a dit à sa famille qu'elle cherchait un emploi de disc jockey là-bas. Cependant, ses ambitions l'ont menée dans le quartier rouge, où elle a sans aucun doute croisé Rorik Jateng. Sa famille s'attendait à ce qu'elle prenne l'avion pour rentrer chez elle le 2 novembre, un jour qu'elle n'atteindrait malheureusement jamais vivante. La deuxième victime, Sineng Mudjoshi, connue sous le nom de Jessie Lorena à Hong Kong, était une femme de 26 ans originaire de la régence de Muna dans le sud-est de Sulawesi en Indonésie. Elle est arrivée à Hong Kong pour la première fois en 2006. Elle travaillait comme aide domestique. Cependant, son permis de travail avait expiré et elle avait dépassé la durée de validité de son visa. Comme Alice, elle s'est également retrouvée à travailler dans le quartier rouge, un monde bien loin de la vie qu'elle avait imaginée lorsqu'elle a mis les pieds à Hong Kong pour la première fois. L'homme derrière le monstre né dans le privilège, Rorik Jateng, était un banquier britannique qui a grandi dans les quartiers verdoyants de Surrey. Son père Graham était ingénieur et sa mère Hélène dirigeait une classe de maternelle. Il a d'abord été scolarisé à la Wallop Prep School, aujourd'hui fermée, puis à Aberley Hall, un prestigieux internat du Worcestershire qui coûtait 58 000 $ par an. Son grand-père maternel, membre de la police royale britannique à Hong Kong, avait quitté la police à la suite d'accusations de corruption et était rentré au Royaume-Uni. Pour replacer dans le contexte, avant la création de la Commission indépendante contre la corruption ou Commission indépendante contre la corruption, en 1974, la police royale de Hong Kong était réputée pour sa corruption. Et contrairement à aujourd'hui, il était presque normal à l'époque d'échanger de l'argent contre des faveurs. La transformation de garçon angélique de 6 ans à l'école préparatoire, Wallop, à homme accusé de crimes odieux, la vie de Jateng a pris un tournant radical. Un ancien camarade de classe l'a décrit comme un type un peu étrange qui n'était pas très populaire. Son parcours académique l'a mené au Peterhouse College de l'université de Cambridge, où il a étudié le droit et l'histoire, rejoint le club d'aviron et occupé le poste de secrétaire de CLIO, la Société d'histoire des étudiants. Après avoir obtenu son diplôme, Jateng a entamé une carrière dans la banque, d'abord chez Barclays, puis chez Merrill Lynch à Londres. Il a rapidement pris goût à la grande vie. Il aurait été exilé à Hong Kong pour violation de l'éthique. Cependant, ils ont préservé son poste en l'envoyant à Hong Kong. Mais ce retournement ironique était une récompense déguisée en punition, car il aurait gagné plus d'un demi-million de $ américains par an en travaillant à Hong Kong. Il existe en fait un acronyme utilisé par les habitants d'ici pour décrire ce type de mutation. Fail in London, try Hong Kong, ou échec in London, try Hong Kong, échec, à Londres, essayez Hong Kong. Rorik avait démissionné de son emploi lucratif chez Merrill Lynch quelques jours seulement avant de commettre son premier meurtre. La descente aux enfers. À Hong Kong, Jateng a développé une obsession pour l'organisation de soirées sexuelles sous l'emprise de drogue qui durait plusieurs jours. Il était connu pour engager régulièrement des travailleuses du sexe, et des collègues ont affirmé que Jateng avait subi une pression extrême en travaillant 16 heures par jour avant de démissionner.
Il aurait eu un quotient intellectuel de 137 et à mesure que la gravité de ses crimes était révélée, la ville attendait son procès avec impatience. En réponse à son arrestation, ses parents, qui sont maintenant divorcés, ont vendu leur maison au Royaume-Uni et lui ont engagé les meilleurs avocats de la défense. La fin tragique d'Alice Alice, une femme de 23 ans, avait rencontré Jutting avant l'incident. Elle avait déjà été engagée par lui pour des services sexuels dans un hôtel. Cependant, Jutting était très brutal, poussant Alice à proposer un remboursement partiel et à partir prématurément. Malgré cela, Jutting a demandé un autre rendez-vous chez lui le 25 octobre 2014, lui promettant une somme importante d'environ 10 000 $ de Hong Kong ou 1 200 $ américains. Au début, Alice a refusé, mais elle a fini par changer d'avis et accepter l'offre. Aux premières heures du 25 octobre 2014, Jutting a emmené Alice dans son appartement à Wan Chai où il a continué à l'abuser brutalement et violemment pendant les 3 jours suivants. Il l'a frappée et abusée physiquement avec divers objets comme des ceintures, des jouets sexuels et des fouets. Le 3e jour, il lui a attaché les mains et lui a demandé de s'agenouiller et de lécher la lunette des toilettes sales. Pendant qu'elle faisait cela, il lui a tranché la gorge par derrière, mais elle était encore en vie. Il l'a ensuite traînée jusqu'à la douche et a continué à lui scier le cou avec son couteau jusqu'à ce que sa tête ne tienne presque plus. Après cela, il a pris un selfie avec son téléphone et s'est parlé à lui-même, se demandant comment il devait gérer les conséquences de ce qu'il venait de faire. Il a envisagé de se suicider ou de se débarrasser du corps et de retourner au Royaume-Uni. Il s'est filmé en train d'avouer à quel point il avait apprécié ce qu'il venait de faire. L'aspect domination et la violence l'excitaient. Il a dit qu'il regardait des films pornographiques, la maltraitait et qu'il ne pouvait faire cela qu'avec l'aide de drogue et d'alcool. À un moment donné, il a enveloppé et fourré son corps dans une valise et l'a placé sur son balcon, où elle a été retrouvée par la police le 1er novembre. La deuxième tragédie. Jessie Lorena, la seconde victime, a été agressée peu après la première. Jessie travaillait dans des bars la nuit, offrant des services sexuels aux clients. Contrairement à Alice, Jessie Lorena n'avait jamais croisé Jutting auparavant. Après son arrestation, Jutting a qualifié Jessie de proie, et rien de plus. Il n'a montré aucune empathie ni traité ses victimes avec un semblant d'humanité. Le 31 octobre 2014, Jutting a acheté des cordes colorées et des jouets pour adultes dans un sex shop. Il a également acheté un marteau, des cordes et du papier de verre dans un magasin de bricolage. Il s'est filmé en train de parler de la façon dont il utiliserait ces objets. Il a dit qu'il avait 2 couteaux et un canapé, ainsi qu'un préservatif et une corde qu'il utiliserait pour bâillonner. Cette nuit-là, il a négocié avec Jessie Lorena dans un bar à Wan Chai pour avoir des relations sexuelles. Plus tard dans la nuit, ils se sont rendus chez lui. Vers 3h25 du matin, elle a envoyé un message à son ami disant, je cite, « Quelque chose sent vraiment mauvais. Je veux sortir d'ici. » Ce fut son dernier message. 20 minutes après, la police arriva. On suppose que ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé pendant cette période. Dans l'appartement de Jutting, Lorena était furieuse en découvrant le bâillon et lui a crié dessus en indonésien. Mais Jutting s'est jeté sur elle avec un couteau, lui ordonnant d'obéir à ses instructions. Elle s'est défendue et a continué à se disputer avec lui, disant qu'elle ne ferait rien de tout cela, que ce n'était pas ce qui avait été convenu entre eux. Jutting était furieux de sa désobéissance et l'a attaqué, lui tranchant la gorge dans le processus. Le procès commence. En octobre, le procès de Rurik Jutting a commencé avec un jury composé de 4 femmes et 5 hommes, tous d'âge moyen. Alors qu'ils assistaient à un extrait macabre de 20 minutes, le 2e jour, leur malaise était palpable. Ils se tortillaient sur leur siège, serraient la mâchoire et détournaient parfois les yeux. Le jury avait été averti de la nature violente des preuves qu'il allait voir et beaucoup avaient demandé à être dispensés. Mais même pour ceux qui avaient accepté, ils n'étaient pas préparés aux scènes écœurantes de violence et de torture. Le procès a été brièvement suspendu pour permettre au jury de se ressaisir, puis a repris après un court délai. Le tribunal a entendu le récit des 3 jours d'horreur, de torture et de viol subis par Alice. Citation, « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effrayé », a avoué Jutting dans l'enregistrement. Il a parlé de son utilisation de pinces, de jouets sexuels et d'une ceinture lors de ses attaques contre Alice, ainsi que du sentiment de domination qu'il trouvait et qui était devenu addictif.
Je me sens un peu triste car elle était une bonne personne, mais je ne ressens pas vraiment de culpabilité, a-t-il déclaré dans la vidéo. Les fantasmes sombres de Jating ont été révélés au grand jour lorsqu'il a parlé de son désir d'enlever 3 adolescentes de Wycombe Abbey, un pensionnat pour filles à High Wycombe. Il a également admis qu'il ressentait plus de culpabilité de ne pas avoir été au bureau pour conclure un accord de financement pour un projet que pour ce qu'il avait fait à Alice. Alors qu'il se préparait à cacher le corps d'Alice dans une valise, il a dit s'être interrogé sur le fait d'avoir un problème, étant donné à quel point il s'était senti excité pendant toute l'épreuve. Le juge a déclaré que cette affaire était l'une des affaires de meurtre les plus horribles jamais présentées devant le tribunal à Hong Kong, selon le juge Stuart Moore. Il a également affirmé qu'étant donné les tendances sadiques et psychopathes de Juting, il représenterait un risque élevé de commettre d'autres actes de violence sexuelle. Il a déclaré que Juting serait un immense danger s'il était un jour libéré au-delà des portes de la prison. Il a dit qu'il n'y avait pas assez de superlatifs dans la langue anglaise pour décrire ce qu'il avait fait à Alice et ce qu'il réservait à Lorena. Ce que Juting a fait dépasser l'entendement étant donné qu'il avait, je cite, toutes les chances possibles dans la vie. Le verdict final, le 8 novembre 2016, Juting a été reconnu coupable de 2 chefs de meurtre, condamnés à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Les mots du juge ont retenti dans le tribunal. Il n'avait entendu Juting s'excuser qu'une fois et doutait de sa sincérité. Les preuves, l'interrogatoire, les photos, les vidéos dressaient le portrait d'un homme qui tirait fierté de ses actes horribles sans montrer aucun remords. Le fait que Juting ait torturé sa première victime pendant 3 jours avant de la tuer, puis ait eu l'audace de chercher sa prochaine proie, était terrifiant. Le juge savait que Juting avait consommé des drogues pour accentuer son expérience sexuelle. Il estimait que la loi devait aussi protéger les travailleuses du sexe et qu'une peine sévère était donc nécessaire face au comportement violent que Juting avait manifesté à leur égard. Bien qu'il ait tout eu, un bon foyer, un bon emploi, un bon milieu, Juting avait choisi une voie de violence et de brutalité. Bien que le rapport psychiatrique ait suggéré que Juting était instable, le juge croyait fermement qu'au moment du crime, Juting pouvait contrôler ses pulsions meurtrières. L'équipe de défense a mentionné son intention de demander le transfert de Juting au Royaume-Uni, où il pourrait faire l'objet d'une nouvelle condamnation dans l'espoir qu'il y obtiendrait plus de clémence. En réponse, le juge a déclaré qu'il transmettrait son avis au système judiciaire britannique et a suggéré qu'au Royaume-Uni, Juting purgerait probablement une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui, ironiquement, serait plus sévère que ce qu'il est autorisé à imposer selon la loi de Hong Kong. Conséquence, Rurik Juting a été envoyé à la prison de haute sécurité de Stanley pour purger sa peine à perpétuité, où il pourra demander une libération conditionnelle après 20 ans à la discrétion de la commission d'examen des peines de longue durée. En août 2018, la Cour d'appel finale de Hong Kong a rejeté l'appel de Rurik Juting après seulement 8 minutes de délibération. Conclusion. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à travers l'un des crimes les plus sombres de l'histoire de Hong Kong. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur cette affaire en commentaire. Votre engagement nous aide à continuer à mettre en lumière ces histoires de crimes réels.